Bonjour, je m'appelle Michel Sermolat, je travaille au centre hospitalier universitaire de Sainte-Marguerite dans le service de Jean Nodin. Dans la série des présentations sur l'approche phénoménologique de la schizophrénie à travers la notion de trouble du soi, je vais vous présenter aujourd'hui le 4e chapitre de cette série, portant sur les symptômes de base. Nous avons vu, dans les chapitres précédents, une première introduction qui définissait et situait l'approche phénoménologique dans le paysage psychiatrique contemporain, une deuxième partie portant sur les grandes figures classiques, puis plus à proprement parler à propos des troubles du soi, après une troisième partie portant sur la psychopathologie classique. Nous en sommes donc désormais à la 4e section, les symptômes de base. Et si l'on s'intéresse à une sorte de généalogie de la notion même des symptômes de base, on pourrait définir une origine avec Jaspers, qui est le premier, et c'est ce que nous avons vu dans la deuxième partie, proposé de distinguer signes objectifs et signes subjectifs. Puis les choses se sont précisées petit à petit avec les travaux de Kurt Schneider, 1959, élève de Jaspers, qui a mieux défini la notion de symptômes de premier rang, qu'on retrouvera sous l'abréviation FRS pour First Rank Symptoms, mieux connu dans le monde germanophone et anglo-saxon qu'en France. Et puis, troisième étape, la constitution des symptômes de base autour des personnes qui ont été et que sont Huber et Kloster-Cotter à la fin des années 80. C'était toute l'école de Bonn avec la première échelle qui était l'échelle BS-ABS et qui s'est attachée à décrire des perturbations précoces, fines, qui peuvent toucher la cognition, la motricité, la perception, et qui ont l'originalité d'être avant tout subjectivement vécues avant d'être observables en troisième personne. Et dans l'idée des symptômes de base, pour Huber et Kloster-Cotter, il s'agissait vraiment de pouvoir travailler à la distinction de précurseurs des symptômes de premier rang. Et puis, à partir de cette première échelle, la BS-ABS, 1989, il y a eu, vers 2004, la constitution d'une deuxième échelle, toujours à partir de la même équipe, Kloster-Cotter, mais cette fois-ci avec la figure proéminente de Schulz-Luther, qui a défini la SPI, version adulte ou version enfant et adolescent, avec une forte valeur prédictive et l'intégration de ces approches et de certains de ces symptômes de base dans toutes les études sur les prodromes et sur les personnes à ultra haut risque clinique. On parlera, et on verra comment le distinguer face à l'échelle ISE, on parlera ici d'altérations subjectivement vécues. Alors toujours sur la définition de ces symptômes de base, c'est vraiment l'idée de perturbations cognitives précoces, d'abord subjectivement vécues, avant d'être observées, comme précurseur ou préalable à la possibilité de symptômes de premier rang. Et nous avons vu dans les deux premières parties que les symptômes de premier rang étaient vraiment dans une compréhension de la schizophrénie à un niveau délirant ou prédélirant. On parle beaucoup ici d'hallucination, de phénomènes hallucinatoires. L'accent est ici mis sur une symptomatologie positive, qu'elle soit évidente ou masquée. C'est des auteurs qui vont préférer parler de symptômes microproductifs que de signes authentiquement négatifs. On avait vu avec les grandes figures classiques de la phénoménologie psychiatrique que c'était plutôt les formes paucisymptomatiques qui pouvaient servir de noyau clinique central à la compréhension et à la description de la symptomatologie schizophrénique. C'était un peu différent ici, avec les auteurs issus de l'école de Bonn, dans cette généalogie Jaspers, Schneider, puis Huber et Kloster-Cotter. Et là, on perd l'idée des formes paucisymptomatiques pour vraiment se concentrer sur les formes microproductives ou pré-hallucinatoires. Symptômes basiques comme précurseurs des symptômes de premier rang. Ça, c'est dès la première publication de l'échelle de la BS-ABS, 1987, avec Gross, Huber et Kloster-Cotter. Regardons un peu plus dans le détail. On parle d'anomalies subjectivement vécues avant d'être objectivées, avant d'être observables. C'est l'idée presque d'avoir ici des indices sémiologiques subcliniques qui peuvent toucher les domaines cognitifs, perceptifs, moteurs, mais aussi affectifs, corporels, et intégrer aussi certaines des stratégies adaptatives face à ces premiers phénomènes. Il s'agit plus du mode du comme si on est avant l'émergence d'un diagnostic psychotique franc. Ces symptômes de base ont pu être mis en évidence auprès de populations
en phase de prodrome, de rechute, de rémission, de moments d'alerte schizophrénique dans les phases aiguës et aussi dans les phases chroniques. Il y a ici un caractère égo-dystonique, mais pourtant difficile à verbaliser spontanément. On pourrait dire que l'école de Bonn a été vraiment la première à explorer de manière systématique et scientifique les anomalies subjectives. Ces symptômes de base, la première échelle, nous l'avons dit, c'est la BS-ABS, non traduite en français. Deuxième échelle, plus réduite, plus opérationnelle, la SPIA 2004. Et certains de ces symptômes ont été repris dans la constitution de l'échelle IS, c'est ce que nous verrons dans la 5e section de ce cours. Et puis symptômes de base ou symptômes basiques. Le terme de basique est à prendre ici comme un indice clinique le plus précoce possible, mais aussi le plus directement lié au processus cérébraux sous-jacent. Et puis c'est aussi l'idée d'avoir un lexique médical plus acceptable, moins stigmatisant, que d'attendre l'émergence de phénomènes hallucinatoires constitués. Je vais vous présenter maintenant quelques exemples des symptômes de base. Alors on va aller un peu rapidement et je vous renvoie à la traduction de la SPIA en français, très bien faite, disponible gratuitement. Et parmi les symptômes les plus... Alors le terme de symptôme est ici assez réducteur, mais en tout cas les phénomènes cliniques les plus originaux. J'en ai choisi quelques-uns, mais la liste est bien plus longue que celle-ci. On peut parler d'hyperréflexivité, nous reverrons ça dans l'IS, 5e partie de ce cours. Hyperréflexivité pour parler de la perte de la spontanéité, de la naïveté, du naturel, de l'immédiateté, comme la tendance marquée à cogiter sur ses propres pensées et comportements. Par exemple, l'incapacité à réagir et à se comporter de manière spontanée et insouciante. On peut aussi décrire un deuxième type de phénomène avec la perturbation de la mise en route de la pensée et de son intentionnalité, c'est-à-dire les troubles de la mise en route de la pensée, comme de l'énergie de pensée dont le patient a conscience. Ce symptôme pourrait être le pendant subjectivement vécu de difficultés à planifier et à structurer préalablement certaines tâches. Autre phénomène clinique, les interférences de la pensée, comme des pensées qui font intrusion, qui sont rarement provoquées par des stimuli externes et qui perturbent le cours normal des pensées du patient. Ce sont des pensées relativement neutres à un niveau émotionnel, sans signification affective particulière. Les interférences de la pensée impliquent une perturbation de l'attention sélective. Par exemple, quand j'essaie d'apprendre, je suis distrait par des pensées parfaitement banales qui n'ont strictement rien à voir avec ce que j'étudie. Ou encore, si je ne me concentre pas, je suis assailli par d'autres pensées. Ces pensées ont l'air de tomber du ciel, elles n'ont absolument rien à faire avec ce qui m'occupe. Troisième exemple de phénomène clinique s'intégrant dans le vaste domaine des symptômes de base, la perturbation du langage perçu. Ici, on décrit les perturbations de la compréhension de mots courants et ou de phrases, que ce soit à la lecture, à l'écoute, lors d'une conversation, au cinéma, à la télévision, à la radio. La signification n'est reconnue ou comprise qu'avec beaucoup de peine et ou de manière incomplète. Cela peut entraîner une perturbation de la communication sociale. Je n'arrive plus à suivre une conversation normalement. Je ne comprends souvent rien ou seulement des bribes de ce qui se dit. Ou alors, encore plus classique, lorsque je lis quelque chose, je bute sur le sens d'un mot ordinaire et je dois commencer par réfléchir au sens de ce mot. Il m'arrive de plus en plus souvent de parcourir des lignes sans en comprendre le sens. Encore un phénomène clinique relatif aux symptômes de base, cette fois beaucoup plus sur la sphère motrice, avec ce qui est décrit en termes de perte des automatismes moteurs. Lorsque les activités quotidiennes familières que le patient faisait auparavant de manière automatique ne sont maintenant plus exécutées qu'au prix d'un gros effort de volonté, en prenant beaucoup de temps. De telles activités demandent une attention maximale et une plus grande vigilance. De même, des travaux et des activités partiellement automatiques sont difficilement accomplis. Par exemple, et là on va retrouver vraiment un verbatim, une expérience vécue très proche de ce que pouvait nous dire Anne, la patiente de Blankenburg, mais à un niveau peut-être plus moteur. Je n'arrive plus à exécuter les petites tâches quotidiennes comme avant. Je dois réfléchir à chaque nouvelle opération.
Ma journée est souvent perturbée parce que j'ai oublié, comment faire les choses qui allaient pourtant de soi. Le matin, j'ai besoin de beaucoup de temps. Je dois réfléchir avec précision à chaque nouvelle activité. Comment me laver, préparer mon déjeuner. Avant, je faisais tout ça en étant à moitié endormi. Et puis, pour finir avec ces quelques exemples cliniques de symptômes de base, voyons maintenant la discrimination diminuée entre imagination, perception, invention et souvenir. Ça fait vraiment partie des phénomènes cliniques que je vous engage à rechercher un peu systématiquement dans l'entretien clinique parce que on est vraiment étonné lorsqu'on cherche, qu'est-ce qu'on trouve fréquemment, ce genre de phénomène clinique. Ici, le patient éprouve des difficultés à distinguer entre ses pensées mentales intérieures et des choses perçues de l'extérieur. Par exemple, il ne sait plus s'il avait l'intention de dire quelque chose ou s'il l'a déjà dit, s'il l'a entendu ou vu quelque chose, ou si c'est encore le fruit de son imagination. Voyons maintenant comment ces manifestations cliniques subtiles précoces, que sont les symptômes de base, peuvent se manifester lors du premier épisode psychotique. On va s'intéresser ici très schématiquement à un premier épisode, à gauche tendant plus vers une entrée en schizophrénie, à droite un premier épisode comme émergence de troubles affectifs. Eh bien, si l'on regarde la spécificité des symptômes de base entre parcours schizophrénique ou parcours bipolaire, on peut retrouver une spécificité plutôt faible, c'est-à-dire des symptômes de base qui sont présents dans les troubles affectifs unis ou bipolaires, surtout dans les domaines qui ont à voir avec l'impulsivité, l'affectivité, la tolérance au stress. En revanche, les symptômes de base qui seraient les plus spécifiques d'un parcours schizophrénique sont les interférences de la pensée, les persévérations, les phénomènes de blocage ou de pression de la pensée, les difficultés de compréhension, difficultés de distinction entre idées et perception, la présence d'idées de référence, de phénomènes de déréalisation, des altérations perceptives, des anomalies du langage ou de la pensée abstraite, ou enfin des phénomènes de captation perceptive par un détail. Si on essaie de regarder maintenant en amont des premiers épisodes, qu'est-ce qui, dans ces symptômes de base, peut nous orienter vers tel ou tel parcours ou émergence d'un trouble, soit schizophrénique, soit affectif, notamment bipolaire. Et donc là, on va beaucoup plus s'intéresser au moment des prodromes, avec la définition des patients à haut risque et à ultra haut risque. Et lorsqu'on regarde la spécificité des symptômes de base, les phénomènes les plus spécifiques semblent être, de façon prodromale et en termes de vulnérabilité, interférence de la pensée, persévération, pression de la pensée, blocage de la pensée, difficulté de compréhension, distinction entre idée et perception, idée de référence, phénomène de déréalisation et perception. Certains de ces phénomènes, mais d'autres aussi, tels que l'attention divisée, les difficultés d'expression linguistique, l'anomalie de pensée abstraite ou les phénomènes de captation par un détail semblent être encore plus marquants en phase annonçant la transition psychotique. Je vous remercie pour votre attention. En haut sur l'écran, quelques textes très classiques de la phénoménologie psychiatrique, et en ce qui concerne moins spécifiquement la question de la phénoménologie, mais qui se rapportent à l'entrée en schizophrénie, aux étapes initiales de la schizophrénie, 2 ouvrages de consensus en langue française. À bientôt.